Voilà, présentations sont faites. Donc, bien, le travail personnel de l'élève dans un contexte hybride, il pose plus que jamais question, puisque on est bien conscient que ça dépasse la notion de devoir, hein. D'ailleurs, qui est un sujet polémique en France et rare au premier degré, mais c'est une polémique ancienne. L'enjeu du contexte hybride, c'est que vous ne pouvez pas envisager de donner 12 heures de devoirs par semaine sur ce temps hors la classe, de devoirs entre guillemets, ni de donner l'impression que l'enseignement hybride, c'est un enseignement à mi-temps et qu'on apprend des choses que lorsqu'on est en classe. C'est bien tout l'enjeu auquel vous devez faire face. Et ce que nous allons voir un petit peu dans cet exposé, c'est que la réussite du hors la classe, eh bien, elle repose très souvent, majoritairement, sur le temps en classe. Donc forcément, vous avez au tout début un certain nombre de questions. Les premières, c'est de quelle aide dispose mon élève sur le temps hors la classe, de quel support il dispose, de quels matériaux il dispose. Est-ce que je dois donner simplement des révisions ou prévoir un apprentissage avec toute la question, bien sûr, des inégalités. Donc, tous ces points-là, c'est bien une question de métier. Et puis, quel lien je fais avec le temps en classe? Quel lien faire entre ce temps en classe et hors classe? C'est, à mon sens, toutes les questions que vous vous posez et qu'on se pose habituellement, même quand on parle donc, du travail personnel de l'élève, mais sur un temps réduit. Celui-là, maintenant, il est encore bien plus prégnant sur toutes ces questions principales. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est voilà, de voir en 4 points. C'est, on commençait par la place on parlera du travail personnel de l'élève dans les programmes, puisque il est fait mention du travail personnel dans les programmes, socle commun programme, voir ce que nous disent les programmes. Ensuite, de bien faire la distinction entre activité ou apprentissage, réfléchir aux manières d'articuler ce temps en classe et hors la classe, et puis quelques pistes de réflexion. Donc, avant de commencer, je vous propose une petite vidéo. Vous verrez, alors si on était en présentiel, je vous ferai peut-être réagir un petit peu sur cette vidéo, mais je crois qu'elle va amorcer un petit peu notre présentation. J'espère que vous entendrez bien le son de la vidéo, sinon vous me faites signe. J'aime bien aller à l'école des fois, et des fois j'aime pas vraiment aller à l'école. Parce que des fois il y a des devoirs et ils sont très compliqués. Et des fois il y a des devoirs faciles, et aussi parce que j'aime beaucoup faire l'écriture. Non, j'aime pas aller à l'école parce que j'aime pas travailler. Quand je travaille, j'ai pas trop besoin qu'on m'aide, et aussi des fois, maîtresse elle a dit qu'on pouvait demander à nos amis. Donc oui, ça va, je trouve qu'on m'aide assez. Maman m'apprend sur un cahier exprès, elle me fait des calculs, elle me fait écrire les chiffres en lettres, elle me fait plein de choses. Et ma maman, elle me fait des vidéos, et c'est plus facile avec elle parce que je comprends un peu mieux. Et avec mon papa, c'est plus compliqué parce que quand il y a des devoirs à lire, il me le fait apprendre. Et quand il y a écrit à apprendre, il me le fait apprendre par cœur. J'aime beaucoup travailler à l'école parce qu'à la maison, il n'y a pas toujours les aides, il n'y a pas toujours le calme. On peut apprendre des choses à la maison aussi, mais c'est mieux à l'école parce qu'on peut travailler en groupe. Je préfère travailler à la maison parce que je stresse moins. Parfois, maîtresse, elle met 15 minutes pour un exercice, et moi, je stresse un petit peu. À la maison, si on n'a pas beaucoup de frères et sœurs, ça fait moins de bruit et t'es plus au calme et tu peux en faire mieux.
Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Apparemment, il y avait peut-être des problèmes d'image, mais l'image, je ne vois pas les vidéos. Oui. Bon, peu importe, l'image n'avait pas trop, je vous rassure, d'importance puisque c'était des témoignages d'élèves. Il aurait été intéressant d'avoir des témoignages de parents, mais vraiment, c'était le son qui était le plus important. Témoignage intéressant parce que, vous voyez, on est déjà en plein dans tous ces malentendus, hein, puisque le hors la classe et les devoirs, c'est bien une question de malentendus. Il y a déjà des choses extrêmement intéressantes dans les témoignages qu'on vient d'entendre. La première, la petite fille, hein, qui nous indique bon, qu'elle aime bien l'école, mais en même temps, elle n'aime pas l'école. Et quand elle n'aime pas l'école, pourquoi? Elle parle de devoirs parce que c'est compliqué. Hein, donc voilà, déjà un frein pour une élève qui pourtant aime bien l'école. Voilà. Intéressant aussi de ce qu'ils se font comme image de voilà, les devoirs, c'est faire de l'écriture. Hein, donc quel sens? Voilà, je fais de l'écriture, c'est une activité. Le deuxième garçon qui n'aime pas travailler, alors très intéressant de se pencher sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que ça veut dire travailler. C'est bien aussi toute une réflexion qu'on pourrait avoir avec des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Intéressant dans leur témoignage aussi la question de l'aide. Hein, c'est une des questions qu'il aurait posées. Là aussi, on perçoit bien toutes les difficultés que peuvent rencontrer nos élèves, notamment dans l'aide qu'ils peuvent percevoir à la maison, l'aide d'un adulte, puisque pour certains, c'est une aide complémentaire, on le perçoit bien. On a une maman qui arrive à faire des vidéos, une autre qui fait des calculs, donc on ne sait pas trop bien, on espère que les calculs proposés sont en accord avec les méthodes de l'enseignant, mais ce n'est pas sûr. Et puis, alors très très intéressant, la petite fille qui donne bien la distinction, qui analyse très bien un petit peu comment son papa, lui, n'y comprend rien, puisque quand il apprendre, quand il faut lire, il fait apprendre, quand il faut apprendre, il fait apprendre par cœur. Donc, a très bien compris et très bien analysé un peu les différents niveaux de ce que c'est apprendre à la maison. Et pour un papa qui, pour bien faire, hein, sans doute, bien sûr, lui se réfère à ce qu'il a connu et pour eh bien, assurer aussi son métier de papa, estime que voilà, apprendre, c'est apprendre par cœur. Donc, une difficulté supplémentaire pour certains de nos élèves dans cette aide qui peut être apportée à la maison. Sur la question aussi de est-ce que c'est mieux de travailler à l'école ou à la maison, on a différents témoignages qui sont intéressants puisque certains élèves disent le problème c'est qu'à la maison j'ai pas d'aide, donc là aussi ça doit nous interroger. D'autres qui apprécient le calme, voilà, le calme de la maison, d'autres qui regrettent de ne pas pouvoir travailler en groupe. C'est vraiment aussi un élément qui est très très souvent oublié. Alors sans doute aussi pour des raisons pratiques et techniques, mais le hors la classe, il peut aussi prévoir des temps de groupe. Et puis on a le dernier petit garçon qui nous explique qu'à la maison c'est mieux parce qu'il y a moins de stress. Hein, donc là aussi un côté rassurant, donc qui peut être aussi un aspect positif. Donc déjà dans ces témoignages, on perçoit toute la complexité de ce temps hors la classe, mais du lien qui est fait avec le temps de classe. Alors, juste un petit rappel historique, c'est toujours intéressant de faire un point, sans revenir sur l'histoire, mais de faire un petit retour en arrière, puisque en fait la question du travail personnel de l'élève, en fait, elle est nouvelle sans être nouvelle, puisque jusqu'au début du 19e siècle, en fait, le travail des élèves était déjà au centre de l'enseignement, avec une répartition qui était extrêmement importante, hein, vous le voyez, puisqu'on était, alors on parle plutôt du secondaire, on pouvait être jusqu'à 60 heures d'enseignement par semaine, mais qui était décomposé de la manière suivante, 20 heures vraiment d'apprentissage en classe avec un enseignant et 40 heures qui étaient consacrées, encadrées par des répétiteurs. Alors tout ça, bien sûr, ça s'est terminé très très vite avec la massification, notamment de l'après-guerre, qui a changé toutes ces organisations. Alors,
Les programmes. Que nous disent les programmes? Un petit point. Le premier, on en parle... Enfin, on le cite assez de plus en plus rarement, pourtant le socle commun, hein, les objectifs de connaissance, de compétences pour la maîtrise du socle commun, c'est bien le cap qui nous est fixé par cycle à l'issue de chaque cycle en termes de compétences, de vision à moyen terme sur ce qu'un élève doit être en mesure de réaliser. Et là, on a déjà énormément d'éléments de ce vers quoi on doit amener l'élève en termes d'organisation du travail personnel. Et comme vous pouvez le voir, ce temps-là, il n'est pas fait simplement hors la classe. Il commence, il est aussi accompagné et guidé en classe. C'est se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches, gérer les étapes d'une production, qu'elle soit écrite ou non, comprendre le sens des consignes, donc ça, il faut bien l'accompagner. Met en œuvre des capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange, au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. Donc tout ça, c'est beaucoup d'éléments qui ne sont pas innés ou acquis pour certains élèves, à qui il faut vraiment expliciter comment on fait pour se concentrer, comment on fait pour être attentif, comment on fait pour mémoriser. La petite fille nous l'a bien indiqué sur la question de l'apprentissage des leçons. Arriver à identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser, exploiter les erreurs. On reviendra vraiment rapidement, mais sur le statut de l'erreur aussi. Mettre à l'essai plusieurs solutions, et puis accorder une importance particulière aux corrections. Voilà. Et puis l'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail. Donc vous voyez, on a déjà tout un cap qui sont écrits dans le socle commun de compétences. Alors, les programmes de cycle 2, alors si on prend l'ajustement de cet été, alors vous l'avez vu, hein, il y a peu de modifications, c'est simplement sur des éléments de développement durable, mais ce qui n'a pas changé, bien sûr, c'est voilà, le volet 2, méthodes et outils pour apprendre. Au cycle 2, tous les enseignements concourent à développer les compétences méthodologiques pour améliorer l'efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. On y revient, donc savoir apprendre une leçon, une poésie, utiliser des écrits intermédiaires. Les écrits intermédiaires, c'est ce qu'on appelle notamment les brouillons, ou peut-être une carte mentale, un plan. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi dans ce qui peut être demandé sur le temps hors la classe. Utiliser des outils de référence, utiliser l'ordinateur, autant de pratiques à acquérir pour permettre de mieux organiser son travail. Coopérer, réaliser des projets, convoque tous les enseignements. Ce que je n'ai pas indiqué en début de présentation, c'est que dans cette présentation, je vais vraiment me détacher des outils. C'est-à-dire que dans le travail personnel de l'élève, on ne va pas s'attacher à un outil de manière spécifique ou à un outil numérique. Ça veut dire ce que je peux présenter s'applique quelles que soient les conditions de mise en œuvre. Au cycle 3, on retrouve toujours cette même philosophie. Les élèves deviennent conscients des moyens à mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Les stratégies utilisées pour comprendre leur sont enseignées explicitement et ils développent des capacités donc, de réflexion cognitive sur leur démarche afin de choisir les méthodes de travail les plus appropriées. Donc ça, c'est aussi très intéressant, quelque chose qui peut être tout à fait mise en œuvre dans le cadre du hors la classe, sur des choix de méthodes et voir ensuite lesquels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode et puis quels sont les plus appropriés à une consigne. En gagnant en aisance et en assurance et en devenant capable de réfléchir aux méthodes pour apprendre et réaliser les tâches qui leur sont demandées, les élèves acquièrent une autonomie et organisent mieux leur travail personnel. Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages. Donc, je dirais, en fait,
on pourrait presque, ce début d'année, on doit le voir aussi comme une opportunité finalement, de la même manière que vous avez retiré et vos élèves certaines compétences de cet enseignement à distance. Sur ce temps hybride, c'est de nouvelles compétences qui vont émerger et que vous allez faire émerger chez vos élèves. Et sans doute la plus importante, c'est cette organisation et cet apprentissage de l'autonomie, avec votre accompagnement, bien sûr. Alors peut-être bien voir un petit peu toutes les problématiques sur qu'est-ce qu'on entend par travail personnel de l'élève et puis les écueils. Juste en aparté, la réflexion du travail personnel de l'élève en France, elle est assez récente et elle est surtout apparue avec la mesure devoir fait, mesure alors qui porte très très mal son nom malheureusement, mais qui était une mesure appliquée en éducation prioritaire au collège pour justement accompagner et aider les élèves à, alors pas simplement justement réaliser leurs devoirs, mais les aider dans leur travail personnel. Donc beaucoup de choses ont été mises en œuvre en France, notamment en éducation prioritaire, mais je crois qu'on peut tout à fait faire le même lien qu'avec l'éducation prioritaire, dans le sens où il y a des écarts aussi dans la zone très importants, des élèves pour qui il faut expliciter avec une connaissance culturelle du système français très différente pour des élèves ou pour les familles. Alors, le premier point, c'est que le travail personnel de l'élève ne peut se réduire aux devoirs à la maison. Ça, on l'a dit en introduction, sauf si on considérait que les élèves ne travaillent pas en classe ou dans l'établissement. Les devoirs, en fait, ne sont qu'une forme et qu'un moment de ce travail personnel. Mais bien sûr, on a un certain nombre de parasites ou je dirais de biais culturels sur cette question du travail personnel ou des devoirs qui sont vraiment liés à notre culture française. J'y reviendrai. C'est la question de mérite, c'est-à-dire si je résume ou caricaturise, c'est en fait plus on va travailler, plus on fait des efforts et on aura à ce moment-là de meilleurs résultats. Bon, malheureusement, ce n'est pas aussi facile et efficace que cela. Mais c'est un petit peu l'image qui est véhiculée souvent en France, notamment. La question de l'évaluation, puisque là aussi, on évalue beaucoup. Et puis, il y a cette crainte très souvent chez l'élève aussi d'être évalué qui va souvent inhiber un peu sa prise de décision et d'autonomie. Et j'y reviendrai aussi, on a tendance un peu à survaloriser les objets finis, donc attendre de production d'élèves quelque chose de fini qu'on pourrait, entre guillemets, déjà noter et évaluer. D'où l'importance, là aussi évoquée tout à l'heure, de cette question des écrits intermédiaires, donc du brouillon, des écrits de recherche, de cartes heuristiques, de plans, un petit peu qui montrent le travail qui a été réalisé, la recherche qui a été réalisée, plutôt simplement que l'objet fini. Donc, la difficulté que rencontre tout éducateur, c'est un petit peu de savoir apprécier dans quelle mesure les formes du travail des élèves qui sont mis en place par l'enseignant se traduisent réellement par un travail personnel, avec les objectifs qui ont été fixés par l'enseignant. C'est ce qui est très difficile à percevoir et vous l'avez souvent vécu, c'est pas parce que les élèves sont mis en activité que finalement ils apprennent quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui a souvent été montré, notamment Anne Barrère dans ses travaux de recherche de 2003, qui nous dit « travailler permet d'apprendre », mais pas toujours.
et pas toujours ce qui était prévu. Donc, encore plus complexe hors la classe. Hein, le travail, c'est quelque chose qu'on voit, mais il cache aussi toute une partie invisible qui est comment l'élève comprend, qu'est-ce qu'il comprend, comment il fait des relations. Et c'est pourtant ça qui permet de rentrer dans le travail scolaire. Mais très rarement, on le discute avec les élèves et encore moins, on le travaille. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, cette vision du travail, c'est très lié au concept de méritocratie. Alors, comment savoir comment les élèves sont en activité? C'est vrai que c'est bien plus facile de le savoir, par exemple, en éducation physique et sportive, et encore. Mais c'est bien plus compliqué dans d'autres disciplines où l'activité intellectuelle ne se voit pas forcément spontanément, ou parfois il faut un temps long pour savoir si vraiment l'élève s'est mis en activité. Ça veut dire que quand on parle de travail personnel de l'élève, il faut toujours se poser la question de quel est l'apprentissage effectif plutôt que qu'est-ce qu'il accomplit comme tâche. Et souvent, voilà, les élèves vont accomplir des tâches sans bien comprendre derrière à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils apprennent et quels liens ils font. Donc ça, c'est extrêmement important sur ce temps en classe d'expliciter, voilà, en faisant ça, on va apprendre, ça va servir à faire ça, voilà pourquoi je fais ce lien-là. Ah, ça fait référence à ce qu'on avait fait hier, avant-hier, ou ça nous aidera pour notre problème de jeudi. Donc, en fait, ça ne relève pas de l'initiative de l'élève, hein, ni, on va dire, d'apprentissage spontané. Ça veut dire que c'est vous, enseignant, qui l'avez organisé, préparé, et notamment préparé ce temps au sein de la classe. Une petite aparté sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'apprendre. Alors, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais je suis sûr que ça va faire référence déjà à un certain nombre de choses que vous savez déjà. Bien sûr, si je vous parle de Piaget, vous connaissez, et puis ses collaborateurs ou successeurs ont bien compris ou ont bien montré que voilà, entre réussir et comprendre, c'est pas évident et ça se construit, ça va pas de soi. C'est à l'élève aussi de prendre conscience au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un travail important pour vous, enseignants, d'accompagner vos élèves et de leur faire comprendre que s'ils ont réussi, comment ils ont fait pour réussir, avec quelle démarche et comment ils savent qu'ils ont réussi. Très souvent, des élèves vont réussir et parfois, le seul retour qu'ils ont sur leur réussite, c'est le satisfecit de l'enseignant. Il dit c'est bien. Mais est-ce que moi je sais que c'est bien? Je sais que j'ai réussi, je ne sais pas trop comment j'ai fait, je ne sais pas pourquoi c'est bien. La difficulté, c'est comment je vais pouvoir réinvestir à la maison ou même en classe ensuite si l'enseignant ne m'a pas fait comprendre pourquoi j'ai réussi et comment j'ai fait pour réussir. Donc, voilà, ceci suppose de ne pas limiter le travail personnel de l'élève à refaire pour renforcer le savoir-faire. Voilà, ça, ce n'est pas suffisant. Un élément autre, on a parlé de Piaget, j'ai envie de vous parler de neurosciences. Je pense que vous en avez aussi récemment entendu parler. Là aussi, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais c'est quand même 4 points intéressants à retenir parce que sur le temps en classe comme sur le temps hors la classe, ce sont des éléments toujours à avoir en tête. Donc, c'est notamment Dehaene qui lui présente, selon lui, ce qu'il appelle les 4 piliers de l'apprentissage, c'est-à-dire pour apprendre, il faut nécessairement ces 4 éléments, l'attention, un engagement actif, une rétroaction et consolidation des acquis. C'est vraiment ce qui est nécessaire pour qu'il y ait apprentissage. Donc l'attention, c'est mobiliser l'attention des enfants, c'est prioritaire. Donc, bien sûr, ça c'est vraiment souvent ce que vous savez faire de mieux en créant des matériaux attrayants, se centrant sur la tâche, pour déjà susciter l'attention des enfants et que déjà un petit peu leur cerveau
se met déjà en éveil et prêt aux apprentissages. Et donc, on parle souvent, voilà, cette attention, elle fait souvent chez l'enfant par le contact visuel et verbal, en veillant d'éviter des principes de double tâche, vraiment sur une seule tâche. Ça, c'est vraiment quelque chose que souvent vous faites très, très bien. Ensuite, c'est l'engagement actif. Pour apprendre, en effet, on doit être engagé, on ne doit pas être passif. Donc, susciter la curiosité, c'est-à-dire que plus la curiosité est grande, plus l'apprentissage augmente. Donc, essayer de veiller à présenter des situations d'apprentissage qui ne soient ni trop faciles, ni trop difficiles. La complexité, et vous le vivez au quotidien, c'est de différencier. Ce qui est difficile pour un élève ne l'est pas pour l'autre. Donc, c'est tout l'équilibre, mais là aussi que vous savez très bien faire pour s'adapter au niveau de l'enfant. Et pour qu'il y ait un engagement, il faut en effet le niveau adéquat, ni trop facile, ni trop compliqué. Et puis avec parfois certains guides pour pouvoir maintenir l'engagement, sinon très vite, les enfants, mais comme les adultes, vont se décourager si c'est trop difficile. Le troisième point, c'est la rétroaction. On parle aussi en anglais ou en français de retour d'information, en anglais de feedback. Là, c'est extrêmement important. Et là aussi, sur le temps hors classe, c'est qu'on a tous besoin un petit peu de savoir, d'avoir un retour. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis dans le bon cadre? C'est par exemple, moi, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est extrêmement frustrant. Et c'est ce qui me manque actuellement, puisque quand on fait une animation, avec des adultes. Voilà, dans un contexte normal, je suis dans une salle et puis, tout le temps, je vous regarde et puis je perçois, je cherche des contacts visuels, je vérifie que j'essaie de trouver, d'attirer l'attention de chacun, de vérifier s'il n'y a pas d'ennui, si je ne perds pas certains participants, ou je peux aussi réadapter mon discours si je vois que ce n'est pas clair. Voilà, tout ça. Là, aujourd'hui, c'est ce qui me manque. Et pourtant, voilà, c'est ce qu'on a besoin dans tous les apprentissages et qu'on fait consciemment et inconsciemment, toujours, d'avoir ce retour d'information. C'est le principe de l'erreur, en fait. L'erreur est le meilleur retour d'information. Ah, je me suis trompé, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, je recommence. Et donc, pour pouvoir recommencer, il faut aussi que je me sente dans un contexte où l'erreur est autorisée. Sinon, voilà, j'arrête. Et donc, je ne m'engage pas. Si j'ai le droit de me tromper, je recommence. Très bien. C'est le principe du jeu vidéo que connaissent très bien nos jeunes et nos adolescents. Voilà, on joue et puis si on perd des vies, c'est pas grave, je recommence, c'est sans conséquence. Et puis le dernier pilier de l'apprentissage, c'est la consolidation des acquis. Là aussi, vous connaissez très bien, souvent on se désespère que nos élèves aient oublié ce qu'on avait pu voir peut-être au premier trimestre ou au deuxième, mais c'est tout à fait normal en fait, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Pour maintenir les apprentissages, il y a besoin d'une réactivation régulière. Alors, il y a même des principes très clairs en termes de périodicité, mais voilà, si on fait juste un apprentissage sur une semaine, voilà, on peut penser que s'il n'est pas réactivé régulièrement, ensuite, on l'oublie, le cerveau il a besoin de faire de la place. Il y a beaucoup de connexions, mais il doit faire du tri dans toutes ces connexions et dans tous ces chemins. Souvent, une image qui est donnée de notre cerveau, c'est un petit peu comme une forêt, notamment pour un enfant. Et puis, il y a beaucoup de sentiers. Et donc, le cerveau va garder les sentiers qu'on utilise. Et donc, si on utilise toujours les mêmes connexions, ces connexions-là vont être beaucoup plus solides et vont durer beaucoup plus longtemps. Alors que les connexions qu'on utilise peu, eh bien, à ce moment-là, ces sentiers-là vont disparaître. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important à garder en tête dans ce travail personnel des élèves, parce que je sais que voilà, grâce à ce temps-là, je vais pouvoir régulièrement réactiver et consolider ces acquis. Alors, la question suivante, c'est voilà, comment je peux articuler ce temps dans la classe et puis ce temps hors la classe.
Souvent, en fait, c'est dans les insuffisances de dynamique de classe que l'élève va se retrouver en difficulté ensuite dans les travaux personnels ou dans les devoirs. Le premier travail en fait d'efficacité, c'est dans votre effort d'explicitation de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, comment je fais pour réussir, comment je sais que j'ai réussi, quelles sont mes méthodes, et puis voilà, ce n'est pas grave de se tromper. Très souvent, pour les élèves qui sont les plus fragiles, eux, ils ont l'impression que voilà, ils font une suite de tâches qu'ils vont faire. Alors, voilà, c'est des élèves appliqués, sérieux, mais voilà, ils ne vont pas donner de sens à ce qu'ils font, donc ils seront incapables de réinvestir ou donc d'apprendre. Mais voilà, ils feront juste comme la petite fille qui fait de l'écriture, elle fait de l'écriture, mais quel sens elle met derrière et donc, apprendre une leçon aussi, c'est quelque chose qui est très complexe et qui est très différent de préparer un exposé. Ça paraît parfois évident, mais c'est quelque chose qui doit se construire et encore plus voilà, dans des contextes culturels différents qui doit s'expliquer et s'expliciter. Trop souvent aussi, donc je l'indiquais tout à l'heure, on a un petit peu l'image, et notamment en France, de le travail, c'est un effort, et quand on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'efforts, et donc on va réussir. Bon, c'est pas si simple malheureusement que ça. Ça pourrait se résumer un petit peu par ce sketch note, et c'est souvent une notion qui est partagée d'ailleurs par les familles, hein. Dire si tu travailles, tu réussiras. Hein, c'est un petit peu ce que parfois véhicule l'école et la famille. Mais alors, de quel effort parle-t-on? On confond très souvent le travail, qui est vraiment une toute petite partie visible de ce qu'on fait, du processus d'apprentissage, qui est cette partie immergée, cette boîte noire, mais dans laquelle il est très difficile d'accéder, qui prend du temps. Et puis parce que cette loi implicite effort-réussite, oui, ça rejoint un peu les appréciations élève sérieux, travailleur qui fait des efforts. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que le processus d'apprentissage, cette partie-là, c'est vraiment un élève qui peut mobiliser de manière autonome tout un ensemble de processus pour s'approprier les objectifs d'enseignement. Donc ça, c'est très complexe. Nos, entre guillemets, bons élèves savent le faire, mais nos élèves en difficulté ou culturellement éloignés de l'école, à eux, il faut vraiment leur expliciter comment on fait et leur faire expliciter comment ils ont fait. Et ça aussi, ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, on l'a dit, quand l'élève travaille en dehors de la classe, bien, vous ne le voyez plus. C'est un peu ce que vous avez aussi vécu sur le temps de distanciel. Vous ne pouvez plus l'observer, vous ne pouvez pas analyser ses difficultés. Donc, c'est vraiment une difficulté. Et puis là, on est sur un temps beaucoup plus important. Donc, souvent, dans les devoirs qui sont proposés, pour justement éviter un petit peu ces difficultés, on va donner des devoirs de pratique pour les automatismes de base, qui font appel à la mémorisation, répétition, pour justement tous ces élèves qui n'ont pas d'aide familiale. Mais paradoxalement, ce type d'exercice est en fait moins mobilisateur. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait d'engagement. Ça mobilise moins et c'est beaucoup moins efficace pour les apprentissages. En fait, les études sur les devoirs à la maison montrent que les devoirs ont souvent un faible impact sur la réussite, sauf si la nature du travail en dehors de la classe fait un vrai lien avec le travail en classe. J'en parlerai tout à l'heure, il est extrêmement important que ce qui est demandé hors la classe, à un moment, il y ait un retour. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, oui, le travail personnel de l'élève naît dans la classe parce que l'activité de l'élève, c'est là qu'elle est orientée vers les apprentissages scolaires.
Donc, ce travail personnel de l'élève, c'est tout ce qui relève de l'activité requise chez l'élève pour mémoriser, calculer, mettre en relation, planifier, résoudre, rédiger, dessiner, mais aussi rendre compte par un récit oral, une trace écrite, etc. Donc, de l'école à la maison et de la maison à l'école, hein, c'est vraiment récupérer et consolider des acquis posés en classe et en fonction des approfondissements des connaissances manipulées en classe, faire, refaire, s'assurer que les savoirs scolaires sont bien intégrés, mais aussi chercher, approfondir, généraliser pour aller plus loin, s'enrichir, anticiper et préparer pour être acteur lors du retour en classe. Alors, quelques pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes, c'est justement la typologie des devoirs. Alors, on l'a bien dit, le travail personnel des élèves, ce n'est pas que des devoirs, mais vous allez retrouver un petit peu ce qui est parfois donné en type d'exercice. Donc les devoirs de pratique, par exemple. Donc c'est souvent ce qui est donné pour renforcer les acquisitions et puis générer des automatismes. On a besoin aussi de ces automatismes. Hein. C'est pour ça que, mais vous le savez très bien dans l'enseignement, hein, voilà, il n'y a pas une seule méthode et chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Et la richesse, votre richesse, c'est de varier les méthodes. Alors sur ces devoirs de pratique, ce qui est intéressant, c'est en effet, on va donner des choses qui vont générer les automatismes. Là aussi, les neurosciences nous ont appris et nous montrent qu'on a besoin d'automatismes pour libérer notre cerveau de tâches plus complexes. Tout ce qu'on sait faire de manière automatique, eh bien, ensuite, on peut s'atteler à d'autres tâches. L'exemple le plus simple et qui est souvent donné, c'est quand on apprend à conduire. Hein, quand on apprend à conduire, c'est extrêmement complexe, on a énormément de choses à faire en même temps. Alors notre cerveau n'est pas capable de faire tout en même temps, donc on va petit à petit arriver à gérer des automatismes, hein, passer l'embrayage, mettre les vitesses, pour notamment eh bien, s'atteler à l'attention nécessaire sur la route. Donc, cette partie d'automatisme est nécessaire. Par contre, l'inconvénient, voilà, c'est que l'efficacité en termes d'apprentissage est tout de même limitée. Et puis, cela suscite très rapidement l'ennui. Ensuite, on a les devoirs de préparation. Donc là, ils sont intéressants là aussi, tout dépend du contexte et des attendus qui sont explicités aux élèves, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'eux dans cette préparation, donc de lecture. Donc si on donne par exemple une lecture à faire, est-ce que je m'assure que les élèves à qui je donne une lecture vont être en mesure de toute la lire? Est-ce que j'en donne une partie? Je ne donne pas toute la même lecture à chacun. Je peux aussi faire le choix de donner des lectures différentes et un peu comme un puzzle. Ce puzzle, il va se reconstruire quand on va se retrouver tous en groupe en classe. Est-ce qu'à certains, je dois donner un peu plus de vocabulaire pour comprendre ce qu'ils vont lire? Voilà, donc sur peut-être cette partie inconvénient ou point de vigilance, peut-être ces points de vigilance qui seraient plus appropriés, c'est voilà, est-ce que je m'assure bien que mon élève est en mesure de faire seul ce que je vais lui donner, qu'est-ce que j'apporte en étayage pour qu'il soit capable de réaliser cette préparation. Le troisième type de devoirs sont ce qu'on appelle les devoirs de poursuite. Donc, c'est déjà, on donne un sujet qui est déjà étudié, mais avec des situations de référence différentes. Hein. Donc, l'avantage, c'est que c'est motivant. On est un petit peu comme sur un devoir de pratique, mais un contexte différent. Là aussi, pour l'instant, les effets sur l'apprentissage ne sont pas avérés, mais vous voyez, l'avantage, c'est qu'on est sur quelque chose de plus motivant qu'un devoir de pratique. Et puis, le quatrième type, ce sont les devoirs de créativité.
qui permettent de développer les capacités d'analyse et d'affirmation subjective. Les avantages, c'est que c'est stimulant, mais là aussi, un petit peu comme les devoirs de préparation, il faut être très vigilant sur les conditions de réalisation de ces devoirs à la maison. Est-ce que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, de quoi vont disposer mes élèves en termes de matériel, de cadre, d'accompagnement, et qu'est-ce que moi je peux leur fournir pour m'assurer qu'ils seront en mesure de réussir ce devoir dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est un peu intéressant pour, encore une fois, l'idée c'est plus que tout, en tout cas aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous poser des questions en équipe sur ce temps hors la classe. Une des recommandations qui vient aussi souvent, c'est de ménager un temps dans votre cours à la préparation, à un travail de d'appropriation. C'est donc vraiment un travail qui, de façon à ce que ce travail pourra être ensuite réalisé hors la classe. On a bien finir une séance, bien s'assurer qu'à la fin de votre matinée ou la fin de votre séance, ce que vous allez ensuite demander aux élèves de faire en temps hors la classe, ils ont bien compris ce que vous attendiez d'eux et de quelle manière ils peuvent le réaliser. Alors, une autre possibilité aussi, un autre axe qui peut être intéressant sur d'autres focales, un petit peu de penser ce travail en la classe. On l'a vu, il y a les typologies de devoirs. C'est là aussi, peut-être que ça vous parle, c'est les 7 moyens d'aide de Roland Guagot, qui a décomposé un peu les 7 finalités de l'aide qui sont possibles. Là aussi, peut-être, quand vous donnez vos devoirs, on peut prendre cet axe. Alors, vous avez... c'est souvent ce qui est utilisé aussi en termes de remédiation. De quelle manière on peut faire de la remédiation? Bien au travers ces 7 axes. Préparer, c'est-à-dire avant l'apprentissage. Comprendre à l'avance ce que l'on va faire et réduire cette part d'inconnu. Ça, c'est aussi une manière de choses qui pourraient être données et faites sur ce temps hors la classe. Ou compenser, c'est-à-dire enseigner des compétences requises mais qui ne sont pas enseignées. Un exemple, oui, savoir lire ou compléter un tableau double entrée, par exemple. Revenir en arrière, c'est-à-dire à reprendre les bases pour combler des lacunes. Un exemple, lors de l'apprentissage du passé composé, on revient sur la conjugaison du verbe avoir au présent, si on s'aperçoit qu'elle n'est pas maîtrisée. Exercer, ça rejoint un petit peu nos devoirs de pratique, où on s'entraîne, on automatise les procédures, on le sait, on en a besoin pour pouvoir libérer l'attention et se mobiliser sur d'autres tâches. Attention, ce qui guette souvent dans ce type d'exercice, c'est l'ennui. Soutenir, eh bien là, c'est vraiment ce langage d'accompagnement de l'action, de mettre des mots sur les procédures. On va souvent en parler, c'est-à-dire faire expliciter l'élève sur comment il a fait, qu'est-ce qu'il a utilisé, comment il a fait pour réussir. Très bien, c'est réussi. Ou comment il a fait, pourquoi il s'est retrouvé bloqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps pour un élève, mais vous verrez que plus c'est fait, plus ils l'entendent et plus ils seront capables de prendre du recul. Bien sûr, c'est quelque chose qui est plus simple chez nos élèves de cycle 3, mais dès le cycle 2, je l'ai même vu dès la maternelle, tout ça, ça peut être fait déjà d'expliciter ces procédures. Faire verbaliser l'élève sur ce qui fait blocage dans l'apprentissage, mais aussi comment il a réussi. Et puis faire autrement, là aussi on l'a vu tout à l'heure, c'est faire la même chose de manière différente, avec une autre démarche, un autre support. Réviser, là on fait le point sur les points essentiels, revenir sur ce qu'on a fait, renforcer l'estime de soi. Les élèves ont besoin de savoir ce sur quoi ils seront évalués. Là, ça c'est extrêmement important. Je l'aborde peu aujourd'hui sur cette question de l'évaluation, mais c'est vraiment un frein chez beaucoup de nos élèves, cette peur d'être évalué.
et d'être jugé. On doit vraiment travailler dans un cadre bienveillant et savoir que l'erreur, c'est ce qui va me permettre de progresser. C'est parce que je fais une erreur que je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que je fasse autrement. C'est vraiment ce qui nous permet à tous d'avancer, mais trop souvent encore, on a ces peurs ancrées qui nous empêchent d'avancer. Donc, je l'ai dit, le premier facteur d'efficacité du travail, eh bien, y compris à la maison, c'est dans cet effort d'explicitation de l'enseignant. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Si on pouvait résumer un petit peu cette question, cette problématique, elle se résume par ce schéma qui est intéressant. Je le donne à la fin parce que ça paraît toujours un petit peu complexe, mais finalement, il résume assez bien l'enjeu. Parce qu'on a l'enjeu pour les élèves voilà, qui commencent du cycle 1 et qui continuent jusqu'au lycée, progressif, quelque chose de très progressif, qui est de devenir autonome, s'approprier des outils et des méthodes dans et pour chaque discipline. Ça, c'est bien les objectifs qui nous sont fixés par les programmes et par le socle commun de connaissances. C'est bien tout l'enjeu, mais forcément, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que ça crée vraiment des problèmes et des tensions entre l'articulation entre le travail en classe et puis le travail à la maison, puisqu'on a toutes ces difficultés de construction d'inégalités, de rupture didactique entre la maison et puis la classe, et puis deux dilemmes que l'on a vus sur, voilà, je vais donner des exercices qui seront, on va dire, d'entraînement, mais le risque, c'est l'ennui. À l'inverse, je donne des choses un peu plus créatives, un peu plus originales, mais le risque, c'est que l'élève ne soit pas en mesure de le faire. Tout ça, ce sont voilà, des questions vraiment de métier pour lesquels il n'y a pas bien sûr de solution toute faite, mais que vous devez envisager à chaque fois. Et donc les enjeux pour les enseignants, eh bien, c'est connaître les modalités d'apprentissage et donc d'appropriation des élèves. C'est ce qu'on a un peu fait cet après-midi. Et puis vous connaissez, et puis vous allez apprendre à connaître vos élèves. Forcément, là aussi, dans notre contexte, c'est un peu plus long que les autres années, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de découvrir votre deuxième cohorte d'élèves cette semaine, donc ça prend plus de temps. C'est extrêmement important de continuer ce que vous aviez fait en distanciel aussi, de pouvoir, on parlait de feedback et de retour d'information tout à l'heure, de pouvoir avoir un retour, alors bien sûr de la part des élèves, sur est-ce que c'était difficile, ce que je t'ai demandé, est-ce qu'il y en avait trop, est-ce qu'il n'y en avait pas assez. Il faut savoir, vous en êtes aperçu durant le distanciel, ce qui est demandé à la maison prend beaucoup plus de temps que le temps qui peut être fait en classe. Et aussi, vraiment de se diriger vers les familles pour avoir aussi le retour dans quelques temps, pour savoir un petit peu évaluer comment ça se passe pour ce temps de travail à la maison. C'est extrêmement important, vous avez besoin de ce feedback pour ajuster ce que vous allez faire et ce que vous donnez. Donc, organiser les enseignements, là, vraiment en temps de classe, en tenant compte de l'apprentissage par les élèves de l'autonomie dans leur travail. Et finalement, ce travail que vous allez faire là, qu'on fait habituellement, mais que parfois on fait un petit peu moins ou qu'on fait de manière implicite en pensant que c'est acquis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il sera vraiment un retour, je dirais, sur investissement dans les mois à venir. Et donc, c'est vraiment faire utiliser les outils pour apprendre dans toutes les disciplines. On l'a vu, c'est le domaine du socle. Donc, ce travail personnel, pour l'élève, c'est tous les processus qui sont mobilisés de façon autonome et personnelle pour apprendre. Et cet apprentissage,
vraiment ce que moi je souhaitais vous faire comprendre. Et c'est pour ça qu'on ne peut bien sûr pas parler de, quand on parle d'enseignement hybride de mi-temps, c'est que cet apprentissage, il se fait en classe et hors la classe. Et tout l'enjeu pour vous, est de préparer ce temps hors la classe et de le préparer, de les accompagner durant ce temps de classe, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté et qu'ils aient déjà des outils pour pouvoir continuer cet apprentissage hors la classe, préparer la classe suivante, réinvestir et automatiser. Voilà un petit peu les points que moi je souhaitais évoquer avec vous cet après-midi. Voilà, mon exposé a duré 45 ou 50 minutes. Il me semble que dans ces formats, c'est moi ce qui me semble des formats, le format idéal, parce qu'on le sait, vous l'avez vécu aussi, c'est un peu plus fatigant pour. Je vais revenir en. C'est un peu plus difficile qu'en présentiel. Donc voilà, je souhaitais pouvoir être suffisamment bref. Alors, si vous le souhaitez, alors c'est comme vous souhaitez, on peut, moi j'ai le temps de peut-être répondre à des questions. On peut se laisser un quart d'heure de retour, si vous voulez, de questions diverses. Je peux revenir sur certains points. Vraiment en pensant que l'idée, c'est que la semaine prochaine, on puisse peut-être passer sur, et là je serai aussi avec Emmanuel Varro, sur des choses un peu plus concrètes, mais vraiment davantage liées à vos problématiques et vos questionnements. Mais peut-être, voilà, on peut consacrer un quart d'heure, si vous le souhaitez, si vous à quelques questions qui ont plus trait à ce que je viens de dire cet après-midi. Donc, comme vous voulez, vous réactivez votre micro et vous pouvez prendre la parole. Je vous écoute.